Ok, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne de télévision nationale. Un rappel, le 29 septembre est dédié au cœur. Cette date est célébrée partout ailleurs dans le monde, une opportunité pour les acteurs de poser certaines problématiques autour de la maladie. Première cause de décès dans le monde, maladie cardiovasculaire ou maladie du cœur, le 29 n'a pas été célébré en République de Guinée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tout à l'heure avec notre spécialiste du cœur, docteur Ibrahima Souri Bari, cardiologue en service au CHU Yazine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur Barré, juste après le jingle. Merci, madame Tissoko. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment comment prévenir une attaque ou des crises cardiaques. Docteur Barry, comme je disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, la journée du cœur est célébrée chaque 29 septembre en partenariat, bien sûr, avec les acteurs concernés, notamment l'Organisation mondiale de la santé, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les associations, pourquoi pas les patients, mais tel n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le budget n'a pas été obtenu à temps. Les partenaires n'ont pas répondu à temps également l'appel. Alors dites-nous concrètement, c'est quoi? Merci, madame Sissoko, de m'avoir invité sur ce plateau pour 55 minutes et pour parler d'un sujet brûlant, celui des maladies cardiovasculaires. Effectivement, le 29 septembre est dédié par la Fédération mondiale de la santé comme étant la journée du cœur. Et habituellement, à cette date, il y a donc une sensibilisation mondiale qui est faite autour du cœur. Et cette année, le thème était My Heart, Your Heart. Mon cœur, ton cœur, votre cœur. Alors, ce slogan est très important. Ce slogan nous amène à nous poser des questions, à nous remettre en cause. Ça nous amène à nous demander qu'est-ce que moi je fais pour préserver la santé de mon cœur et la santé du cœur des personnes qui me sont chères et de toute autre personne à travers le monde. Donc c'est une occasion ultime de sensibiliser les gens en général sur les maladies cardiovasculaires, notamment les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux. C'est une journée très importante qui n'a pas, c'est vrai, cette année été célébrée en Guinée à temps, mais ce n'est que partie remise. Il nous est arrivé, même cette année, pour la journée de l'hypertension artérielle, qui devrait être célébrée le 14 mai, ça ne s'est pas fait le même jour, mais ça s'est fait en différé. Donc, il arrive très souvent que pour des questions organisationnelles, d'abord internes, de timing, qu'on ne se mette pas exactement au pas des autres. Mais ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une négligence. Ça va se faire, je l'espère bien. C'est déjà dans notre agenda. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il existe une société guinéenne de cardiologie. Et je pense que c'est cet organe qui a pour charge de célébrer ce type de fête.
Rassurez-vous que ça sera fait en différé, bien sûr, mais on le fera. Très bien. Vous le ferez. Première cause de décès dans le monde, près de 18 millions ou plus. Ça varie selon l'Organisation mondiale de la santé. 18 millions de victimes chaque année. Le 29 est annuel et c'est la seule journée où tous les acteurs concernés se réunissent, comme vous l'avez dit, pour sensibiliser à outrance, faire des dépistages gratuits et toucher plus de public, plus de personnes et aussi revenir sur les moyens des facteurs et les moyens de les combattre. Comme la journée n'a pas été faite, docteur, de quelle autre manière, vous avez dit que ça serait fait, de quelle autre manière vous allez toucher plus de public après cette date prévue? Alors, je vais rappeler, vous l'avez si bien dit, hein, aujourd'hui, de façon incontestable, les maladies cardiovasculaires et rénales constituent la première cause de décès à travers le monde. Selon les statistiques de l'OMS, qui remontent quand même en 2010-2011, il y avait près de 18 millions, vous avez dit 18 millions de décès par an imputables aux maladies cardiovasculaires. Et ce nombre pourrait passer à 23 millions de décès en 2020. Nous sommes à la porte de 2020. C'est pour vous dire une fois encore que les maladies cardiovasculaires devraient de plus en plus attirer notre attention. Si on ne veut pas demain, après-demain, avoir affaire à une population malade, nous avons des ambitions de développement socio-économique à tous les niveaux. Et pour y arriver, il faut compter sur une population saine de cœur. C'est une population saine du cœur et saine aussi des autres organes, bien sûr. Mais il faut compter vraiment sur une population saine. Et à l'allure galopante où vont les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, je pense que nous devons nous poser des interrogations et revoir certainement notre politique de prévention et de prise en charge par rapport aux maladies cardiovasculaires en général. Remarquez, et c'est dans tous les secteurs aujourd'hui, tout le monde est touché par les maladies cardiovasculaires. Il est rare, dans un secteur donné de la vie socio-économique, à tous les niveaux, ça peut être dans une entreprise et même dans les écoles maintenant. De plus en plus, vous voyez des sujets jeunes en train d'apprendre un métier, en train de se former, ou des sujets carrément formés sortant des universités, bien préparés à travailler, à apporter leur contribution dans le développement de ce pays, qui se trouvent rattrapés par ce type de maladies, qui sont les maladies cardiovasculaires et qui sont des maladies chroniques. Donc ça devrait, une fois encore, nous interpeller tous, nous amener à mettre plus d'accent, à mon avis, sur la politique nationale de prise en charge des maladies chroniques et notamment des maladies cardiovasculaires. Très bien. Docteur, vous n'êtes pas dans le timing, le service cardio n'est pas dans le timing, le 29 est passé. Alors cette journée permet de faire un bilan de santé annuel. Quel va être donc ce bilan dans votre service? Alors, ce que nous recommandons, parce que de plus en plus, il faut aller vers les jeunes. L'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, le recommande, parce que ce qu'on a remarqué, aujourd'hui, il y a plus de jeunes, ou de plus en plus de jeunes, qui sont touchés de façon galopante par ces maladies cardiovasculaires. Et vous le savez, la prise en charge des maladies cardiovasculaires est extrêmement lourde. Quand on arrive à la phase de maladie, de complications, la prise en charge est extrêmement lourde. Et elle demande beaucoup d'équipements pour le diagnostic et pour le suivi. Et malheureusement, nos populations ne sont pas très riches. Nos populations sont pauvres et pour l'instant, c'est vrai, on est plus ou moins équipé dans notre structure sanitaire, mais on a encore besoin de plus de matériel de pointe pour faire face à cette tendance galopante et inquiétante des maladies cardiovasculaires. On a besoin de plus d'équipements, de plus de moyens pour pouvoir prendre mieux en charge ces maladies cardiovasculaires.
Maintenant, la prise en charge médicale hospitalière, c'est une chose. En amont, il y a la notion de prévention, vous en avez parlé tout à l'heure. On reviendra dessus. La prévention, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Mais même cette prévention, elle a un coût. Cette prévention, elle a un coût au niveau global, national, elle a un coût au niveau des structures sanitaires, parce que normalement, dans chaque service, par exemple, de cardiologie, on devrait avoir une structure de prévention. C'est-à-dire des gens qui sont là, outillés, formés, et donc disposés tout le temps à recevoir les patients de différentes pathologies pour leur faire de l'éducation et de la sensibilisation. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont motivés à se faire soigner dans nos structures. On les voit, ils viennent tous les jours nous voir. Mais quelque part, ils ne sont pas suffisamment aussi bien éduqués. Bien éduqués dans le sens de la prise en charge, de la gestion de leur maladie. Ça nous incombe en partie, mais ce n'est pas tout à fait, disons, aussi, ce n'est pas notre responsabilité à 100%. Docteur Barry, la prise en charge est coûteuse et la population n'est pas tout à fait informée. Si, lorsque nous ratons ces opportunités, par exemple, est-ce que, même si vous le faites en différé, est-ce qu'il y aura le même engouement? Toucher plus de jeunes, vous avez fait cas tout à l'heure, les jeunes sont aussi touchés par cette maladie. Il n'y a même plus de tranche d'âge pour souffrir de problèmes de cœur. Alors, est-ce que vous pourrez, après le faire en différé, vous pourrez toucher plus de public, plus de jeunes, passer plus d'informations, sensibiliser plus de personnes? Bien sûr, nous l'espérons. Il ne faut pas être pessimiste. Parce que si on raté baisse les bras, ce n'est pas parce qu'on a raté une journée de sensibilisation qu'on ne peut pas refaire la même chose sur une autre journée. D'accord? Est-ce que ça va être le même engouement? Ça va être à Conakry, à l'intérieur? Absolument, absolument. Je vais vous donner un petit exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la journée nationale de lutte ou de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Au mois de mai, en Guinée, elle a été célébrée en différé. On n'a pas pu le faire le 14 mai. On l'a fait 2 semaines après, mais ça a été un engouement total. Ça s'est fait au niveau de l'hôpital Ignace Dine. Ce que je dis, c'est avec preuve, c'est connu, c'est attesté. Nous avons fait du dépistage au niveau du personnel soignant de l'hôpital Ignace Dine et ça a connu un grand engouement. Alors, vous n'êtes pas venu à la RTG? Alors, on viendra à la RTG. Alors, en différé, ça va demander... Nous vous invitons d'être là pour nous dépister également gratuitement. Merci. Maladie cardiovasculaire, on entend autour de cette maladie infarctus, AVC, crise cardiaque, attaque cardiaque. Docteur, c'est l'opportunité pour expliquer à ceux qui nous suivent de faire la part des choses. C'est quoi un infarctus? C'est quoi un AVC? C'est quoi une attaque cardiaque? C'est une manière à nous de célébrer en différé et toujours on va essayer, notre contribution. On va essayer de parler, si vous voulez, un peu en profane, de mettre la balle à terre pour que tout le monde comprenne. Tout le monde puisse comprendre. Alors, vous avez parlé d'infarctus du myocarde, vous avez parlé d'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, et vous avez parlé de la crise cardiaque. Alors, pour nous cardiologues, pour nous médecins en général, lorsque vous dites infarctus du myocarde, ça veut tout simplement dire crise cardiaque. Très bien. L'infarctus du myocarde est égal crise cardiaque. C'est la souffrance. Oui, allez-y. L'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque, c'est la souffrance, voire la mort d'une partie ou de la totalité du muscle cardiaque. D'accord? Donc, il y a une partie du muscle cardiaque plus ou moins étendue ou la totalité du muscle cardiaque qui est foudroyée par un manque de sang.
C'est-à-dire que le sang n'arrive pas à ce niveau parce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 tuyaux qui devraient normalement envoyer le sang au niveau de ces parties qui sont bouchées. Quand le sang ne passe pas, on appelle ça infarctus du myocarde aigu. Hein? Le sujet lambda dira crise cardiaque. D'accord? Et cette crise cardiaque, le pronostic est généralement très réservé. Donc, plus le cœur est affecté en termes de surface, d'importance de surface, plus il y a des risques de décès dans les premières heures ou dans les premiers jours. D'accord? C'est ça l'infarctus du myocarde et la crise cardiaque. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, ça se passe au niveau du cerveau. Il y a du sang qui peut manquer sur une partie du cerveau. Ça peut se répéter des fois. Ou alors, vous avez un des vaisseaux qui envoie le sang au niveau d'un territoire précis du cerveau qui éclate et qui donc laisse déverser du sang dans une cavité où il n'y a pratiquement pas d'espace. Il n'y a pas d'espace libre au niveau du cerveau, à l'intérieur de la tête. D'accord? Parce que le cerveau, quand même, occupe tout l'intérieur de la voûte crânienne. Donc, s'il y a un tuyau, par exemple, qui pète et qui laisse déverser du sang, c'est aussi une autre variété d'AVC. Donc, vous avez 2 types d'AVC. Vous avez l'AVC quand le sang manque, il n'arrive pas là où il devrait arriver. Et vous avez l'autre type d'AVC, c'est lorsque un des vaisseaux qui envoie le sang au niveau du cerveau pour le nourrir pète et laisse déverser du sang à l'intérieur de la tête, de la voûte crânienne. Le diagnostic, l'évidence du diagnostic, c'est l'imagerie. Il faut aller faire le scanner, et mieux que le scanner, il faut faire ce qu'on appelle l'IRM. Hein? L'imagerie, et il faut faire l'IRM. D'accord? Donc, voilà la différence. Maintenant, il faut savoir que quelqu'un peut faire un infarctus du myocarde, encore appelé crise cardiaque, et à mourir tout de suite, ou à mourir dans les heures ou les jours qui suivent en raison des nombreuses complications liées à cette maladie. Comme un autre sujet peut faire un infarctus du myocarde ou une crise cardiaque et ne pas en mourir tout de suite. Peut-être à cause de la taille et de l'importance du muscle affecté. Plus le muscle cardiaque est touché en termes de surface, plus il y a des risques de décès, de mort subite dans l'heure et dans les jours qui suivent. Moins le cœur est touché, plus il y a de chances que la personne survive. Elle va le ressentir certainement par des symptômes. Le symptôme majeur, on reviendra là-dessus, c'est la douleur, mais elle peut manquer quelquefois chez certains sujets. Ça aussi, on le dira. Hein? Donc, la personne peut le savoir comme ça peut passer inaperçu. Et ça se saura à l'occasion d'un examen de routine. C'est pour ça que c'est bon de faire les dépistages dans les différentes structures. Et tout à l'heure, vous parliez de la RTG, c'est très intéressant. Hein? Il faut faire du dépistage. C'est très important parce que c'est seulement à ces occasions-là qu'on peut vraiment savoir que tel avait, par exemple, à un certain moment, c'est même quelquefois difficile de remonter dans le temps et dire précisément c'était à telle période, mais on peut savoir, par exemple, que telle personne avait survécu à une crise cardiaque. Très bien. Le problème, c'est que si ce n'est pas pris en charge efficacement, même après, ça peut récidiver et ça peut à tout moment emporter la personne. Très bien. Alors, docteur, nous profitons de cette tribune pour nous rappeler, vous spécialistes, quelques symptômes et comment les
les prévenir, cette maladie, vous l'avez dit, vous revenez un peu dessus. Aujourd'hui, on va afficher le numéro pour nous joindre, le 620 58 90 73, pour que les téléspectateurs participent massivement dans cette émission, une histoire de vibrer au rythme du 29 septembre passé. Alors, comment donc, quels sont les symptômes et comment prévenir ces différents cas, ces différents types de maladies que vous venez d'expliquer? Alors, avant d'en venir aux symptômes, on va rester un peu dans le sillage de cette journée mondiale du cœur, d'accord? Parce que cette journée mondiale du cœur a surtout mis l'accent sur la prévention. La crise cardiaque dont on est en train de parler, ou infarctus du myocarde, n'arrive jamais comme ça, de façon... brutale. De façon... non, brutale, oui, mais de façon inopinée, sans raison. Ça ne vient jamais sans raison. Il y a toujours une raison pour justifier la survenue d'une crise cardiaque, d'un infarctus du myocarde. Ces raisons, c'est quoi? C'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous avez plusieurs types de facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez un petit groupe, 2 ou 3 facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables. Si vous et moi, nous sommes issus de familles où les parents étaient hypertendus, diabétiques, où les parents avaient des antécédents de problèmes de cœur, il va sans dire que nous, vous et moi, à un certain moment, après quelques années de vie, que nous serons prédisposés à développer les mêmes maladies que nos parents. Ça peut venir plus tôt si on n'a pas une vie saine. Une vie saine. Une vie saine, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de façon équilibrée. On fume, on ne fait pas du sport. On ne s'occupe pas de son poids. On prend de l'alcool, on ne s'occupe pas de son poids. Et voilà, ça, ce sont des facteurs de risque qui peuvent précipiter la survenue, par exemple, de l'infarctus du myocarde ou de la crise cardiaque chez quelqu'un qui était déjà prédisposé à l'avoir parce que ses parents étaient sur la même ligne. Donc, vous avez l'hérédité familiale, vous avez le fait d'être un homme, par rapport à la femme, expose l'homme à développer plus de maladies cardiovasculaires que la femme à un certain moment. Après la ménopause, ça s'égalise. Que la femme, pendant qu'elle est en activité génitale, elle est couverte par les hormones de la féminité, elle est, entre guillemets, moins amenée à développer ce type de maladie ou des événements cardiovasculaires malheureux que l'homme. Mais une fois qu'elle va entrer en ménopause, elle aura les mêmes risques que... Elle est aussi exposée que l'homme. Que l'homme. D'accord? Voilà. Et maintenant, à côté de ça, vous avez tous les autres facteurs de risque que tout le monde connaît maintenant parce qu'on en parle beaucoup. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est le manque de sport, c'est le stress, c'est la présence de graisse dans le sang qu'on appelle l'hypercholestérolémie. C'est le stress, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le dire et insister là-dessus parce que de plus en plus, il y a beaucoup de stress dans notre société. Donc, le stress aidant, avec la présence d'un ou deux autres facteurs de risque cardiovasculaire, même mineurs, ça peut représenter une sorte d'explosif. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 2 ou 3 ou 4 facteurs de risque mineurs est plus exposé que quelqu'un d'autre qui a peut-être un seul facteur de risque cardiovasculaire, même important, mais qui est quand même sous contrôle. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut aller à l'hôpital avant d'être malade. Surtout lorsque l'âge avance. Lorsque, à partir de 35 ans, vous savez, le vieillissement de l'organisme commence à partir de la naissance. Dès qu'on naît, on commence à vieillir.
Mais les manifestations ne deviennent visibles qu'à partir de la 3e décennie de la vie, voire de la 4e décennie de la vie. Chez certains. Chez certains. Chez d'autres, ça peut venir plus tôt. Parce que s'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, ils fument, ils boivent, et ils font tout ce qui est interdit, pas d'activité, ils sont incontrôlés, ça peut venir plus tôt. Mais s'ils sont contrôlés, ils ont une bonne hygiène de vie, ils ont une jeunesse tranquille, pas trop mouvementée, même s'ils vont développer ces maladies cardiovasculaires, ça va être quand même à des âges un peu avancés. Beaucoup plus avancés. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que les gens viennent consulter. Et cela commence par les enfants. De plus en plus, on commence à avoir dans nos familles des enfants qui ont des poids pléthoriques, qui ont une tendance à l'obésité. Et cette tendance à l'obésité chez les enfants peut amener donc à la survenue de maladies cardiovasculaires et voire même des complications de ces maladies cardiovasculaires. On va poursuivre, mais déjà le téléphone sonne. On va prendre ce premier appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, comment vous allez, monsieur? C'est comment la Moustapha depuis Kissoso. Voilà, vous avez une question pour le médecin? Oui, oui. Allez-y. Ok, je voulais d'abord apprécier l'émission. Merci. En fait, les émissions pareilles là, c'est très important surtout pour nous les jeunes. J'aimerais savoir, d'abord, je voudrais faire une proposition qu'à chaque fois vous intervenez sur certains pareils, parce que les sportifs, surtout les sportifs, ont besoin de conseils et à chaque fois de mettre ces émissions pareilles. D'accord. Ah, ok. Je voudrais demander à docteur. Allez-y. Quels sont les symptômes, quels sont les signes qui montrent qu'un individu développe une crise cardiaque? D'accord. Ok, ben, merci pour votre intérêt porté à cette émission. Alors, classiquement, ce qui est décrit classiquement, quand quelqu'un fait une crise cardiaque ou infarctus du myocarde, je pense maintenant que les gens ont fait la jonction. On a compris que les deux veulent dire la même chose. Très bien. Classiquement, le premier signe, c'est la douleur. À partir d'où? C'est une douleur thoracique. Alors, le malade, il va vous désigner la douleur comme ça, avec le plat de la main. C'est très caractéristique. À 80%, 90%, ça ne ment pas. Quand vous avez quelqu'un à la maison, au quartier, au service et un peu partout, qui vous dit « j'ai mal là », il vous désigne comme ça la douleur avec le plat de la main, il la place au milieu de la poitrine. Très souvent, il s'agit d'une crise cardiaque, d'un infarctus du myocarde. Par contre, s'il le désigne avec le bout du doigt, ça voudrait dire autre chose. Donc, c'est d'abord la douleur. C'est une douleur qui siège au niveau de la poitrine. Mais elle peut ne pas siéger au niveau de la poitrine. Elle peut des fois siéger au niveau du ventre. En ce moment, ça devient une douleur atypique, une douleur trompeuse. Elle peut même siéger simplement au niveau de la mâchoire inférieure ou de l'épaule. Ou ça peut simplement être une douleur sous forme de bracelet, donc autour du poignet. Le sujet lambda ne comprendra pas. Mais si vous l'amenez dans un service spécialisé, notamment dans les services de cardiologie, nous, très rapidement, on va faire la jonction des choses pour savoir que ce monsieur qui présente, je vous ai dit que ça ne vient jamais comme ça, il y a toujours des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, une fois qu'on a identifié ces facteurs de risque cardiovasculaires et qu'on a écouté la douleur et les caractéristiques de la douleur, nous sommes tout de suite amenés à faire le lien et à dire qu'il pourrait s'agir d'une crise cardiaque ou d'un infarctus de myocarde. À partir de là, nous déclenchons notre batterie d'examen. Donc, on fait rapidement un électrocardiogramme, on fait une prise de sang pour voir la troponine. Et si c'était établi dans les meilleurs délais, puisque c'est une course contre le temps, on dit le muscle, c'est du temps.
Plus le temps passe, plus les cellules musculaires du cœur meurent et ça ne récupère pas. Ça devient un tissu inextensible, ça devient de la fibrose. Ça ne marche plus. Alors que vous savez que le cœur, c'est une pompe. Toute partie nécrosée, toute partie morte se soustrait à cette fonction de pompe. Et ça réduit donc les compétences du cœur. Donc c'est la douleur, principalement. Mais cette douleur peut manquer chez certaines personnes. Les sujets diabétiques, mal contrôlés, les sujets âgés peuvent ne pas ressentir cette douleur ou vont ressentir cette douleur de façon modérée. Parce que ce qu'il faut dire ici, il s'agit d'une douleur très très intense. Une douleur avec sensation de mort imminente. Le malade vous dira que je n'avais jamais eu mal comme ça. Sa seule envie va d'ailleurs d'être elle va vous dire que je préfère mourir. Tellement qu'elle a mal. C'est une douleur extrêmement atroce. Du jamais vu, généralement. Mais elle peut manquer, je vous ai dit. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'est pas aussi là, ou elle n'est pas là où elle devrait être habituellement en pleine poitrine, qu'on va dire non, ce n'est pas une crise cardiaque. C'est pour ça qu'il faut, ça c'est une parenthèse avant de continuer sur les autres signes, il faut former le personnel médical. Au-delà des cardiologues que nous ne sommes pas nombreux. C'est une poignée de cardiologues que nous avons pour l'instant chez nous, en Guinée. Et puis, bon, donc il faut former les médecins à reconnaître ces signes, d'abord cliniques, la douleur et tout ça, pouvoir la caractériser, la différencier des autres types de douleurs. Il faut pouvoir faire un électrocardiogramme. Il faut que dans nos centres de santé, que les gens aient accès à l'électrocardiogramme, qu'ils puissent faire de l'électrocardiogramme et qu'ils puissent faire une lecture, ne serait-ce que superficielle, de cet électrocardiogramme. Il ne faut pas que quelqu'un qui est, par exemple, à Matoto, qui souffre d'une douleur comme ça, puisque actuellement on n'a pas de SAMU, pour le prendre rapidement et l'amener à l'hôpital, il faut quand même qu'à côté, dans le centre de santé, qu'on puisse lui faire un électrocardiogramme et que les gens, à travers leur formation, puissent quand même reconnaître, dire que ce qu'on voit sur ce tracé-là, c'est grave. Ça ressemble à un infarctus du myocarde, il faut rapidement l'amener à Kipé ou dans les CHU. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas d'électrocardiogramme, ça pose problème. Ou si les gens ne sont pas formés à reconnaître ces petits signes, ces petits dessins-là, parce que c'est des graphiques, c'est grave. On va vous dire, c'est une gastrite. On va prescrire des médicaments contre la gastrite. Oui, surtout si c'est le ventre. On va dire c'est une gastrite, prenez un pansement gastrique, prenez du lait, ça va passer. Et je vous ai dit que le muscle, c'est du temps. Chaque minute qui passe, c'est un nombre important de cellules musculaires au niveau du cœur qui meurent et qui ne récupérera jamais. Vous voyez? Donc, il y a la douleur, pour continuer rapidement. Il y a la douleur, il y a des nausées, il y a des vomissements, il y a des hoquets. Je vous parle de nausées, vomissements et hoquets. Vous voyez que ça aussi, c'est des symptômes qui ne sont pas forcément propres au cœur, qui peuvent égarer le médecin. Malade vient, je vomis, j'ai mal à l'épigastre, au ventre, je vomis, j'ai des nausées, j'ai des vomissements, je fais des hoquets. Si vous ne faites pas attention, si ce n'est pas un professionnel, vous n'allez jamais penser que c'est le cœur, vous allez penser à autre chose. Ça, donc il y a ça, et puis il y a le fait que le malade va suer beaucoup, et puis il va être dans une angoisse indescriptible. Je vous ai dit, la sensation qu'il ressent, c'est une sensation de mort imminente. Il se dit, je vais mourir j'ai envie de mourir. J'ai envie ou je vais mourir d'une minute à l'autre. Oui, voilà les symptômes classiques qui peuvent maintenant dans d'autres situations venir un à un ou avoir des intensités, des degrés différents. Il faut savoir faire la part des choses. Très bien. Voilà. On a encore, je crois que le monsieur qui vient de nous appeler à Kisoso a compris ces quelques symptômes. On va prendre cet autre appel, sinon, d'accord. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est moi, madame Kamara Salimate.
Oui, vous appelez d'où? Je voudrais demander le docteur. Moi, je souffre en ce moment-là au niveau du cœur. Mais chaque fois que je fais l'échographie, ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Ça m'a même fait tomber, ça ne vaut même pas une semaine. Mon expiration me fatigue. Et pourtant, ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Ça devient un peu compliqué. Il est là. Je veux savoir. Voilà, il est là, il est mieux placé. Suivez les explications et tous les détails. Alors, c'est pas compliqué. C'est bien qu'elle soit venue parce que quand... Oui, docteur. Non, oui, suivez. On va essayer de vous répondre, madame. Vous pouvez écouter maintenant. Donc, quand on reçoit beaucoup de patients et de patientes en cardiologie pour des douleurs abdominales qui leur font penser à un problème de cœur. D'accord? Par exemple, la gastrite. C'est une gastrite. Et la personne a tellement mal, effectivement, des fois, ça peut être accompagné de vomissements, de vomissements, d'étouffement, de palpitations, à cause de la proximité entre l'estomac et le cœur. Un problème de cœur et un problème d'estomac peut faire penser à un problème de cœur. Donc, ils sont nombreux, ces patients, que nous recevons en cardiologie pour ce type de situation. Donc, quand ils arrivent, nous leur faisons systématiquement ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de le dire, une consultation cardiologique sans électrocardiogramme, ce n'est pas une consultation cardiologique. Et que quand vous venez en cardiologie, même si vous avez mal aux cheveux, vous nous dites que vous avez mal aux cheveux, mais parce que vous nous avez vus en cardiologie, on va vous faire un électrocardiogramme. Vous savez pourquoi? C'est très grave de consulter en cardiologie et que le médecin passe à côté d'un problème de cardiologie. Il sera impardonnable. Donc notre premier outil, qui est devenu même, c'est un examen, c'est vrai, mais aujourd'hui il est même considéré comme étant un élément clinique. C'est-à-dire que, vous voyez, le médecin, il met le stéto au cou, il prend la tension, il touche le malade. Nous avons intégré l'électrocardiogramme dans ce sens. On ne le considère même pas comme étant un examen spécialisé à part. Tout malade qui vient, tout venant en cardio, il faut lui faire un électrocardiogramme pour s'assurer que le cœur va bien. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que son cœur va bien si tu ne lui as pas fait un électrocardiogramme. Et si tu lui as fait un électrocardiogramme, tu trouves des signes qui font penser à autre chose, on est amené à faire plus d'examens, à aller par exemple faire de l'échographie Doppler cardiaque. Surtout chez deux personnes. Chez les personnes moins âgées, donc les enfants, et chez les personnes âgées. Personnes âgées, personnes de jeune âge, il faut faire de l'échographie. C'est très important pour éviter de passer à côté de quelque chose. Parce que ce n'est pas toutes les cardiopathies qui sont expressives. Vous avez des maladies cardiaques, pas des moindres, que vous n'allez pas diagnostiquer facilement comme ça en touchant le malade, en l'auscultant avec votre stéthoscope, en prenant sa pression artérielle. Vous avez besoin d'explorer, de faire des examens. Donc c'est pour ça qu'ici, nous lançons un plaidoyer, on a besoin de matériel pour faire une cardiologie encore plus avancée. D'autant plus moderne, parce que nous sommes aujourd'hui, forcés de le reconnaître, nous sommes aujourd'hui menacés par les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, au même titre ou plus que le paludisme, le VIH et autres. Ces maladies-là, c'est les maladies de demain. Il n'y a qu'à voir ce qui a commencé à germer par-ci, par-là dans la population pour se dire que si on ne se lève pas, on ne contrecarre pas maintenant ces maladies cardiovasculaires, nous allons avoir des impacts sérieux dans quelques années en termes de développement. Parce qu'une fois encore, c'est une population saine, valide, qui peut travailler et développer ce pays. On peut prendre oui, d'autres.
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour madame. Votre nom et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Mourou Konaté, j'appelle à Tintivoulé, sous-préfecture de Kankan. Très bien. Super. Alors, monsieur Mori, votre question? Voilà. Voilà, je veux demander s'il y a ce centre-là à Kankan ici, quoi. D'accord. Alors, docteur. Alors, son inquiétude. Oui, il a bien fait. Je suis en train de suivre cette mission-là. Très bien, il va répondre. Il est mieux placé. Il vous dira s'il y a un centre cardiologique de l'autre côté de la Guinée. Alors, depuis quelque temps, avec bien sûr la collaboration du ministère de la Santé et peut-être certainement du programme de lutte contre les maladies chroniques. Et des unités de cardiologie ont été ouvertes dans certaines régions, dans certains hôpitaux préfectoraux et régionaux de la Guinée. Je sais qu'il y en a à Kankan, où il y en a à Kankan, il y en a à Zérékoré, il y en a à Labé, je pense qu'il y en a aussi à Boké. Voilà, donc c'est des jeunes qui ont un profil de cardiologie, qui ont soutenu leur thèse en cardiologie, qui ont passé quelques années là auprès de nos maîtres, qui ont appris donc de la cardiologie et vu l'ampleur des maladies, parce que nous, quand même, c'est notre quotidien, nous voyons ces gens venir tout le temps de très loin, comme il l'a dit, de Kankan. Et puis un grand nombre aussi. C'est extrêmement difficile. Donc, ces jeunes-là ont été postés depuis quelques années dans ces différents chefs-lieux et sur place, ils essaient de faire de leur mieux. Hein. Et comme eux, comme nous, on a besoin de formation, de plus de formation, et on a aussi besoin de plus de matériel. Ces jeunes-là, s'ils sont bien formés, ils sont bien outillés, ils vont beaucoup diminuer donc le nombre de patients qui va quitter, par exemple, l'intérieur pour venir à Conakry. Ils viendront toujours, mais pour des actes encore plus pointus, mais pas pour, par exemple, réaliser un électrocardiogramme ou interpréter correctement un électrocardiogramme ou faire une échographie du cœur, par exemple. Très bien. Je crois qu'on va prendre... Aujourd'hui, c'est permettre aux téléspectateurs de... C'est interactif. Interactif, de poser plus de questions aujourd'hui. Allô? 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 Oui? Bonsoir. Allô, oui. Docteur, bonjour. Oui, allô docteur, nous vous écoutons, oui. Votre nom, s'il vous plaît, d'où vous nous appelez? S'il vous plaît, docteur. Dites-nous votre... Je vous appelle de Tipé. Oui. Voilà. Votre nom, madame? Je vous appelle de Tipé. Votre nom? Mon nom, c'est Mabine Touré. Allez, docteur, il est là, il vous écoute. S'il vous plaît, docteur. J'ai eu un infarctus au mois de juillet, ça fait 5 ans. En 2010. En 2013, du moins. 13, oui. Bon, depuis ça, je suis dans le traitement. Je voulais me renseigner auprès de vous comment maintenant suivre. En fait, le numéro pour... Et puis encore... D'accord. Le numéro... Dans des alimentations... Très bien, d'accord. Ce que je dois faire désormais. Très bien. De toutes les façons, je vais à l'hôpital presque chaque 1 ou 2 mois. Très bien. Où? Dans quel hôpital? Je suis venue auprès de vous pour des conseils. Madame, dans quel hôpital Allô? Vous nous suivez? Je me presse. Oui, je vous suis. Je suis à Kipé, au Sino-Guinéen. Je suis là-bas. D'accord. Alors, c'est là-bas où je me presse. D'accord. C'est bien. Vous savez, sur la question de l'infarctus du myocarde et de la crise cardiaque, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Donc, je veux m'assurer que la dame
qu'elle ait eu vraiment un infarctus du myocarde. Parce que quand même, c'est regrettable, hein, il faut le dire, que nous, on le voit, on nous envoie beaucoup de gens à Yazdine et peut-être ailleurs dans les autres structures où on dit aux gens, vous avez un problème de crise cardiaque, vous avez un problème d'infarctus du myocarde. Et après révision du dossier, il se trouve que la personne n'a rien. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que moralement, vous condamnez la personne. Économiquement, vous la condamnez aussi. Parce qu'un infarctus du myocarde, c'est plusieurs médicaments. Le traitement, il est lourd. Les lignes de prescription sont nombreuses. C'est beaucoup de médicaments qui sont très coûteux. Et au-delà du traitement médical, comme elle l'a dit, il y a des conseils, des mesures hygiéno-diététiques. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Hein, il y a tout ça derrière. Mais au-delà de tout ça encore, il faut normalement pouvoir adresser la personne, puisqu'en Guinée, pour l'instant, on ne le fait pas et on espère qu'avec le concours de tout le monde et de notre État, de notre ministère qui est bien dévoué, hein, qu'on pourra apprendre ces choses-là et pouvoir aussi le faire sur place pour nos patients, pour nos populations. Il faut faire ce qu'on appelle la coronarographie. C'est quoi ça? La coronarographie, c'est un examen un peu invasif, ça veut dire un peu sanglant. Il faut piquer à l'aide d'un dispositif particulier qu'on appelle une sonde qui est munie d'une caméra. Il faut piquer l'artère fémorale, hein, ça peut être l'artère fémorale par exemple, et remonter, suivre le trajet donc, des artères jusqu'à tomber dans le cœur. Et une fois arrivé dans le cœur, il y a une caméra. Hein, vous avez donc une caméra qui est à l'intérieur de votre sonde que vous poussez avec un guide. Et vous avez un écran, vous avez un amplificateur de brillance, quelque chose comme ça, qui vous permet de suivre l'évolution dans le cœur. Et vous allez rentrer dans les artères du cœur. Je vous ai dit que la crise cardiaque, c'est parce qu'il y a une artère ou deux ou trois qui sont bouchées, qui n'envoient pas le sang partout. Partout où le sang n'arrive pas, c'est des problèmes. La partie là, à un certain moment de manque de sang, elle meurt. Et elle est désormais amputée à jamais au fonctionnement, à la fonction pompe du cœur. Oui. Donc il faut envoyer cette caméra pour aller voir à l'intérieur de ces tuyaux. On ne dispose pas ça chez nous. Oui, on n'en dispose pas. Voilà. On n'en dispose pas. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? Et de plus en plus, il y a des cas comme ça chez nous. Parce que notre alimentation a beaucoup changé. Notre style de vie a beaucoup changé. Nous mangeons beaucoup gras. Nous ne mangeons pas assez de fruits et légumes. Nous ne faisons pas d'activité physique. On est presque tous sédentaires. Nous ne limitons pas la consommation. Nous, les femmes, nous sommes vraiment... Nous avons épousé des bouillons culinaires pour... Ça, on n'en parle pas parce que ces gens-là, il ne faut pas les toucher. Non, docteur, on en parle parce qu'aujourd'hui... Ils sont tout le temps à l'écoute des émissions de santé. Justement, à l'idée que quelqu'un va parler de leur bouillon. Ils nous rappellent tout le temps, éviter au maximum ces bouillons et puis... Absolument. Voilà. Avant, il n'y en avait pas, il n'y avait pas cette maladie. Mais aujourd'hui... derrière, quelles que soient les menaces qui sont derrière, il faut se méfier de ces bouillons. Ça rapporte, mais ça rend malade. Ça rapporte à eux, mais ça rend malade. Il faut se méfier de ces bouillons. Alors, docteur, la dame veut être en contact avec vous. Elle suit déjà son traitement à l'hôpital Amitié Sino. Alors, le numéro, je crois que le numéro va s'afficher, votre numéro, pour vous contacter. Bon, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire actuellement, son alimentation. Alors, il faut d'abord... Bon, je sais qu'on a des collègues compétents à l'hôpital sino-guinéen, j'en connais, j'ai des promotionnaires là-bas. Donc, je pense qu'elle peut, si elle veut, elle peut davantage se rapprocher d'eux, leur expliquer son problème. Ils vont voir parce que des fois, il peut y avoir à la fois un problème, pas une crise cardiaque patente comme ça, mais il peut y avoir, parce que ça évolue, hein, c'est à plusieurs niveaux. Ça commence tout petit, on appelle ça angine de poitrine. C'est que le sang ne passe pas, mais ça passe quand même un peu, mais ça manque quand même et ça peut générer des petites douleurs qu'on appelle angine de poitrine. Cette angine de poitrine-là, elle peut s'associer à une gastrite, parce que la plupart des Guinéens ont aujourd'hui une gastrite.
Ça aussi, c'est à cause de on mange très épicé, voilà. Hein? Donc, ça peut être une intrication peut-être des deux. Très bien. Donc, il faut faire la part des choses. Mais si elle a toujours envie de nous voir, vous leur donnerez notre numéro. On va prendre ce dernier peut-être avant de faire des recommandations. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? Mon nom, c'est Kamara Issa. Je vous appelle de la Bellevue. Très bien, monsieur Issa. Vous avez une question pour Dr Barry? Ok, je voulais poser une question par rapport à la maladie de mon père. À la maladie de mon père a subi une AVC. Il y a de cela un mois, on a fait 2 semaines à l'hôpital Niaski. Donc après avoir fini le traitement, nous sommes à la maison. L'idée montre ainsi maintenant qu'il parle. Monsieur Issa, on ne vous entend pas très bien là. Vous êtes retourné à la maison? Oui, vous êtes retourné à la maison, oui. Oui. Quand on s'est retourné à la maison... Rapidement, on n'a plus le temps. Vous dites? Rapidement, on n'a plus le temps. J'ai remarqué des choses. Maintenant, quand il parle, on dirait quelqu'un qui est un peu dérangé dans la tête. Il a suivi on nous a expliqué que c'est dans sa tête qu'il a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, quand il communique, il mélange des paroles, on ne comprend pas. Je voudrais savoir si c'est normal ou anormal. Voilà. Si on peut trouver une solution à cela aussi, hein. Voilà, il a suivi un AVC et puis aujourd'hui il communique en mélangeant tout. Alors docteur, qu'est-ce qu'il faut très rapidement parce qu'on n'a plus le temps? Ça fait partie des symptômes d'un AVC. Hein, ça fait partie d'un symptôme d'un AVC. Tout ce qu'il dit là, le fait de ne pas pouvoir articuler correctement, hein, dire des mots audibles, hein, le fait de tenir des propos incohérents. Et même le fait d'avoir une sorte d'absence de mémoire, parce que la démence, par exemple, vasculaire, fait aussi partie des signes, des complications d'une hypertension artérielle, par exemple. Je ne sais pas ce qui a été à l'origine de cet AVC, mais tout ce qu'elle est en train de dire là, ça fait partie du cortège d'un AVC. Alors, donc, c'est qu'il faut, oui, bien sûr, il doit continuer le traitement. C'est une rééducation qu'il faut aussi. C'est une rééducation qu'il faut faire. Je pense qu'elle a été déjà entamée. Et il faut revenir vers les médecins de la neurologie et leur expliquer tout ça. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Très bien. Je pense qu'ils alors, pourront docteur, trouver la solution. on est pris par le temps. Juste rapidement, merci aux téléspectateurs. Pour clôturer, on a fini, on n'a plus le temps. Alors, un dernier mot, une petite recommandation pour les téléspectateurs qui regardent. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fêté, donc cette année à temps la journée mondiale du cœur. Ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va le faire. Ça ne tient pas qu'à moi seulement. Il y a, devant moi et derrière moi, il y a plusieurs personnes. Il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe autour de ça. Mais nous sommes déterminés à pouvoir le faire. Ce que nous allons dire à la population, c'est de se faire dépister. De se faire dépister, de ne pas attendre d'être malade pour aller à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont infracliniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détecter comme ça, mais qui sont quand même en train d'évoluer. Et aussi changer le style de vie, manger diversifié, changer le style de vie, manger sainement et puis faire des activités diminuer l'alcool. On vous veut ici service cardio pour la journée mondiale en différé. On vous veut à la RTG ici. Je ne promets pas, mais très bien. Nous viendrons. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Dr Ibrahima Souri, Barry, cardiologue au CHU Niassine, qui était là.
là, qui a prêté à vos différentes questions et à moi également. J'ai posé quelques questions à lui pour célébrer, pour contribuer à notre manière, nous, l'équipe de Dites-moi tout, docteur, à la célébration du 29 septembre dernier. Et, docteur, merci à vous d'avoir répondu à notre appel. Merci à l'équipe dévouée du dimanche qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Et merci à une dame qui nous appelle tout le temps, Nafanta Bérété, épouse feu Jean-Pierre Ataoué, toute sa famille. C'est une téléspectatrice vraiment fidèle à nous. Donc, c'est le moment de lui dire grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, mangez sain, équilibré, et mangez gras, moins salé, moins sucré. Et ça y va dans votre intérêt. C'est les recommandations du docteur Barry. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt.